La meilleure offre de rachat entre guillemets qu'on a eue, c'est une offre à 2 millions 1. Donc on nous a mis 2 millions 1 sur la table. Et à chaque fois que je raconte ça, on me dit mais putain, mais pourquoi vous avez pas vendu, etc. La revente d'agence, c'est pas si beau, c'est pas si glamour que ce qu'on croit et c'est surtout hyper difficile. Il y a personne qui est bon en management et en recrutement. On est bon sur certains aspects et donc du coup, faut comprendre les aspects sur lesquels t'es bon et jouer là-dessus, mais surtout savoir s'entourer de personnes qui ont les aspects sur lesquels toi t'es mauvais. Le truc innovant, je le cherche pas forcément. Ce que je cherche, c'est que les gens comprennent que cette agence-là est la meilleure sur ce domaine-là. Salut Clément. Salut, salut. Bon, on disait en intro, tu es le cofondateur, ancien cofondateur de Horus, une des premières, moi je dis une des premières agences TikTok. Tu nous expliqueras un peu ce que vous faisiez. Euh, on a dit qu'on allait parler de ça. On va parler aussi de ce que tu fais maintenant via ton expérience de scaler une agence. Ben, tu es un peu devenu conseiller là-dessus. Tu as eu une formation, maintenant tu fais de l'accompagnement et ça nous intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui ont besoin de ça et qui pourraient être ravis d'avoir tes conseils. Ça, c'est maintenant, mais à chaque fois, moi, j'aime bien savoir toute ton histoire. Où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui. Euh, du coup, Clément, au début, ça ressemblait à quoi raconte-nous ton histoire un peu. Ouais. Tu veux que je remonte très loin ou tu veux que je remonte à pas si loin que ça? Parce que je peux remonter loin. Ah, écoute, si c'est pas privé, tu vois, tout ce qui est pas marqué sur LinkedIn, moi, je sais pas où tu as grandi, si tu étais un cancre ou pas, ça, c'est important, tu vois. Ouais, non. En vrai, j'ai toujours été très transparent. En plus de ça, moi, j'ai toujours fait du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai déjà tout raconté, mais je peux le raconter. Je trouve que c'est bien, et puis ça sert toujours à des gens. De manière très rapide, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc j'ai grandi dans le 95, dans le Val d'Oise. Dans une petite ville tranquille, hein, attention, c'est la banlieue parisienne, mais c'est pas, enfin voilà, j'étais pas dans des fusillades tous les jours comme certains essayent de le faire croire. J'ai eu une enfance classique, j'ai jamais manqué de rien. J'ai eu une vie entre guillemets scolaire ou le début des études quoi, lambda aussi. J'ai fait mon collège classique. Et par contre, et tu vois, tu disais, est-ce que tu étais un cancre? J'étais plutôt bon à l'école en vrai, mais j'ai jamais vraiment kiffé ça. Mais bon, j'y allais parce qu'il fallait y aller, quoi. Par contre, à partir de fin de collège, début lycée, ma vie a un peu changé entre guillemets parce que moi j'ai toujours joué au foot en fait depuis que je suis tout petit et toute ma famille est dans le foot et j'ai toujours baigné dans le foot, etc. Et donc quand tu arrives à avoir à peu près 13-14 ans, bah, c'est là que les choses sérieuses commencent à arriver quand t'es pas mauvais au foot quoi, quand t'es plutôt doué et c'était un peu mon cas. Et bah du coup voilà, là la vie entre guillemets un peu alternative a commencé pour moi où j'ai commencé à me mettre dans le foot de manière sérieuse. Donc j'ai fait ouais l'équivalent de ce qu'on pourrait dire un centre de formation entre guillemets depuis mes 15 ans. Et donc j'ai fait mon lycée à côté de ça, je jouais au foot, etc. Donc je voyageais un peu partout pour le foot, machin. Puis j'avais mes cours à côté. J'ai fait un bac S que j'ai eu. Et à la suite de ce bac, bah, en fait, j'ai dû prendre une décision. Donc, c'était soit je continuais le foot, soit je continuais l'école. Et en fait, moi, j'ai des parents qui sont très pro école et donc qui m'ont un peu poussé à continuer l'école, etc. Bref, du coup, j'avais un peu le cul entre deux chaises. Dieu merci, j'ai trouvé une solution, un entre-deux. En fait, j'ai été envoyé par la Fédération française aux États-Unis. Donc, j'ai joué aux États-Unis pendant 4 ans et j'ai eu l'opportunité de jouer là-bas et de passer un diplôme universitaire en même temps. Donc, je suis parti à 18 ans aux États-Unis. J'ai joué pendant 4 ans là-bas. J'ai validé mon diplôme. Donc, j'ai fait un bachelor en business administration là-bas. T'étais dans quelle ville aux États-Unis? Ah, et, Ah, Phoenix, en Arizona. c'est comment la vie là-bas? C'est chaud. Franchement, c'était fou. Moi, j'ai adoré les États-Unis. C'est un peu l'expérience charnière entre guillemets qui m'a forgé, qui a forgé un peu l'ambition que j'ai, le caractère que j'ai. Je suis très entre guillemets américanisé dans la manière de faire et de penser. Donc, ouais, moi, j'ai adoré. J'ai adoré mon expérience aux États-Unis. J'ai adoré. J'ai Ok, donc adoré. tu fais Et ça c'est 4 là-bas que j'ai ans. D'ailleurs, découvert c'est un un truc. point commun avec Gassi. Ouais, 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 ouais. Ouais, tout à l'heure, on parlait de lui. Lui aussi, il a eu une carrière un peu foot. Et lui, je crois qu'il a un peu arrêté. Donc toi, tu l'as poussé. Ok, et tu dis que tu as fait un bachelor business.
des études business et tu as découvert l'entrepreneuriat, c'est-à-dire? Bah, en fait, là-bas, les profs qu'on avait là-bas, ils étaient tous entrepreneurs, ou en tout cas, ils avaient tous une activité à leur compte. Et moi, j'avais, tu sais, là-bas, enfin, c'est un peu comme en France d'ailleurs, mais tu as le droit de choisir des cours particuliers selon certaines thématiques et tout. Et j'avais choisi certains cours avec des entrepreneurs, etc., des choses qui se basaient un peu plus sur l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, c'était trop cool. Tu vois, tu avais des gens qui entreprenaient dans ta classe et tu avais des projets qui venaient de se présenter. Tu avais plein d'activités aussi sur les campus autour de l'entrepreneuriat. C'est très poussé là-bas. Ce qu'on fait en France, on est quand même en retard, même si les écoles sont en train de pousser de plus en plus l'entrepreneuriat. Mais du coup, voilà, je suis un peu tombé dedans. Et puis après, il y a un truc aussi qui m'a aidé et que je dis à chaque fois, c'est que moi, quand j'avais 18 ans, quand j'ouvrais mon ordinateur et que j'allais sur YouTube, j'avais le YouTube américain. Et les Français avaient le YouTube français. Et il y a 6 ans de ça, le YouTube français n'avait rien à voir. En tout cas, quand on cherchait un truc sur le business en ligne ou sur le business tout court, l'entrepreneuriat, j'en sais rien, en France, il y avait que dalle, quoi. Il y avait deux mecs. Alors qu'aux États-Unis, c'était plein à craquer, tu vois. Donc en fait, moi, j'ai pris de l'avance grâce à ça. J'ouvrais mon YouTube, j'avais le YouTube américain, plein de créateurs de contenu, entrepreneuriat, business, marketing, communication, bref, tout ce que tu veux qu'il y avait sur les réseaux. Et donc, je suis tombé dedans via l'école et via aussi le contenu que je consommais, tu vois. Et ça m'a donné envie d'entreprendre. Je suis rentré en France, mine de rien, parce que du coup, j'ai pas signé de contrat pro là-bas. J'ai pas réussi. Je suis rentré en France et donc du coup j'avais un bachelor, mais bon bachelor pas ouf pour s'insérer dans une carrière pro. J'aspirais un peu à mieux. Du coup j'ai fait un master. Je suis allé en école de commerce à Schema. J'ai fait un master en marketing digital et à côté de ça j'étais en alternance. J'ai fait une alternance chez Thales, donc gros groupe. Ouais. Sauf que c'était bien, j'étais bien, mais bon voilà, zone de confort, truc ça me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai un peu essayé d'entreprendre à ma sauce. J'ai fait une première boîte en e-commerce que j'ai pas réussi. C'est un peu comme tout le monde. Tout le monde a la même histoire où il crée un truc en e-commerce et il n'y arrive pas. Donc moi, j'ai eu cette expérience-là. Mais pendant cette expérience-là, j'ai appris un truc, c'est que les réseaux sociaux et particulièrement la vidéo comme ça sur téléphone, c'était un truc de fou parce qu'en fait, j'avais vendu quand même en e-commerce et la seule manière que j'avais eue pour vendre, c'était faire des vidéos comme ça sur le téléphone. Et à l'époque, ça venait juste d'arriver, hein, c'était en 2020. Et donc, j'ai compris ce truc-là. Je me suis dit, putain, il y a un truc à jouer là. Du coup, j'ai pas rentrepris tout de suite, mais par contre, j'ai pris mon téléphone et je me suis filmé dans ma chambre à raconter des trucs. Donc vraiment, c'était vraiment ça, hein. Je prenais mon téléphone, j'étais dans ma chambre en train de me filmer, tac, tac, tac. Je racontais un peu ma vie, je racontais ce que je faisais, machin. Et en fait, ça a explosé. C'est-à-dire que j'ai commencé à parler un peu business, des petites astuces business, marketing du quotidien, machin. Et j'étais, je pense, le seul en France où on était peut-être trois quatre en France à faire ça à l'époque, sur TikTok. C'était l'avènement de TikTok en France. Et en fait, ça a explosé. Donc, j'ai eu 200, 300, 400, 500, puis 1 million de personnes qui m'a suivi en moins d'un an sur TikTok. Pareil sur Instagram, ça a explosé. Alors, j'en ai moins sur Instagram, mais ça a explosé aussi. Donc voilà, je me suis vraiment mis dans le contenu, YouTube aussi par la suite. Et j'ai commencé à créer une grosse communauté. Et je me suis dit, putain, il y a un truc que je maîtrise, c'est faire de la viralité et transmettre un message aux personnes qui sont derrière leurs écrans sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Ça, c'est une compétence qui a de la valeur. On est très peu à savoir le faire comme je sais le faire. Du coup, je vais essayer de le professionnaliser, ce truc-là, et je vais essayer d'aller voir les marques et de faire l'entremetteur entre la plateforme et les marques, c'est-à-dire ce qu'est une agence, entre guillemets, tu vois. Donc, je me suis positionné en tant qu'agence. Et c'est là qu'a été créé Horus. Donc Horus, au tout début, ça a un peu changé, hein, mais au tout début, c'était vraiment accompagnement 100% TikTok. Donc nous, notre promesse, c'était de prendre une marque qui n'était pas sur TikTok ou qui était très peu sur TikTok ou très mauvaise et de la rendre extrêmement forte sur TikTok à travers de la strat, du conseil, de la formation, mais surtout de la production de contenu. Voilà, c'est comme ça qu'a été créé Horus. On est, comme je te disais en off avant, on était quatre associés. Donc, il y en a un qui est mon meilleur ami, qui s'appelle Steve, donc ami d'enfance comme un frère, qui lui aussi est très très fort sur cet aspect la communication et vidéo 9-16. Et deux autres associés qui sont aujourd'hui devenus des amis, Alex et Benoît. Et du coup, on a monté Horus comme ça. Horus a été créé en 2021, donc septembre 2021.
On a fait 3 ans d'activité avec Horus et comme je te le disais, on l'a revendu à une autre agence aujourd'hui. Mais voilà, on a accompagné énormément de marques. Au début, on a commencé par des startups. Parce que forcément, ça c'est pareil aussi, hein, tout le monde la joue glamour sur les agences, mais au début, tu es obligé de te vendre, limite de te prostituer très peu cher à des marques qui ont très peu de budget. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. On a vendu à des startups ou à des petits entrepreneurs, etc. Et puis en fait, on était plutôt bon dans ce qu'on faisait. Et tout de suite, on a attiré l'œil de plus grandes entreprises, etc. On a commencé à bosser avec des plus grosses entreprises jusqu'au jour où on a fait une campagne pour Nexity, donc premier promoteur immobilier en France de très très loin, groupe coté en bourse, 7000 personnes employées, etc. Bref, du coup, ça nous a amené dans une dimension différente. Cette campagne a été un chef-d'œuvre. Je ne sais pas comment on a réussi à faire ça, mais bref, cette campagne était un chef-d'œuvre. C'était la première fois qu'ils faisaient un truc sur TikTok. Et c'est arrivé jusqu'aux yeux du PDG carrément. Donc le PDG a demandé à nous rencontrer, etc. Bref, c'était une histoire de fou ce truc-là. Et donc du coup, on a vachement capitalisé sur cette campagne qui s'est très bien passée. Et on a été voir en fait tous les autres grands groupes qu'on pouvait aller voir. Et ce qui fait qu'à la fin, on a réussi à bosser avec Amazon, YouTube, Binance, Trade Republic, La Poste, Mythic, Orange, bref, plein de groupes comme ça avec qui on a réussi à bosser. Et on est arrivé en termes de chiffres, parce que je sais que ça va en intéresser aussi plus d'un. On était à peu près une quinzaine de personnes au maximum. Alors ça a beaucoup fluctué, mais une quinzaine de personnes au maximum. Et là, on était le meilleur. On était, ouais, en récurrent, on était entre 115 et 130 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ça a duré à peu près un an, cette période-là. Et puis après, ça a un peu descendu parce que, comme je te l'ai dit, les associés, on a eu des visions divergentes. Et notamment moi, qui ai déménagé dans le sud parce qu'on avait des bureaux sur Paris, j'en pouvais plus. Mon associé Benoît qui est parti aussi dans le sud, Steve qui est resté un peu tout seul, malheureusement on l'a laissé un peu tout seul et ça on s'en veut un peu sur Paris à gérer les équipes. Et du coup ça allait moins bien, ça fonctionnait moins bien, on avait des envies divergentes et à un moment donné on s'est dit bon allez, c'était une top aventure mais il faut qu'on la mette de côté pour notre bien perso et donc on l'a revendu. Voilà, en vrai j'ai raconté énormément de choses et je t'ai pas trop laissé poser de questions mais au moins tu as toute l'histoire quoi. Ah, c'est très bien. Et puis, tant qu'on est sur la revente, tu me disais, et ça c'est un bon rappel, on voit beaucoup de gros titres, telle agence vendue tant de millions, mais dans la réalité, 95% des deals, c'est pas si simple, c'est pas juste un prix, c'est un prix, des conditions de sortie, des paiements, échelonnements de paiement. Donc toi, tu dis, vous étiez décidé à passer à autre chose pour votre bien personnel, donc vous étiez plutôt flexible. Et du coup, à qui t'as vendu, comment ça s'est fait? T'as dit que vous avez réussi à faire ça assez rapide, et t'avais un deal un peu gagnant-gagnant, quoi. Ouais, c'est exactement ça. En gros, ce qu'il faut savoir aussi, ça c'est intéressant. Quand je le raconte, les gens sont intéressés, mais enfin parce que pour moi c'est pas intéressant, mais du coup, dès que je le raconte à des gens qui ont une agence, ça les intéresse. Euh, En gros, nous au Russe, au moment où tu sais, je t'ai expliqué, on était à 100 000, entre 115 et 130 000 euros de MRR. On était hyper attractif sur le marché, c'est-à-dire qu'on avait fait une strat sur LinkedIn et tout, on était 15, du coup ça publiait beaucoup, j'appelle ça la strat Avenger sur LinkedIn. Tout le monde nous commençait à nous connaître, on était l'une des seules agences TikTok aussi ou spécialisées contenu 9-16. Et donc du coup, on a fait beaucoup de bruit, on a attiré beaucoup de monde et on a eu beaucoup d'offres de rachat. Tu vois. On a eu beaucoup d'offres de rachat à ce moment-là. La meilleure offre de rachat entre guillemets qu'on a eue, c'est une offre à 2 millions 1. Donc on nous a mis 2 millions 1 sur la table. Et donc à chaque fois que je raconte ça, on me dit mais putain, mais pourquoi vous n'avez pas vendu, etc. Et toi, tu le sais mieux que personne. La revente d'agence, c'est et après je viendrai à combien on l'a revendu, etc. Mais je trouve que c'est important. La revente d'agence, c'est pas si beau, c'est pas si glamour que ce qu'on croit et c'est surtout hyper difficile. Nous, on a été approché par pas mal de grands groupes, dont celui-là qui nous a proposé 2 millions 1 sur la table. Sauf que quand on remet les choses en perspective, c'est 2 millions 1 sur la table et quand on t'offre ça, on t'offre 2 millions 1 avec ce qu'on appelle du vesting. C'est-à-dire que on te dit, on va te donner 60% de ces 2 millions 1 aujourd'hui pour acquérir ton agence au sein de la nôtre. Par contre, on va te vester 40%, donc le solde, à la fin d'une période, nous en l'occurrence c'était 2 ans, pour laquelle, pendant laquelle tu auras travaillé pour nous, donc au sein de notre groupe, pour le développement de ton agence qu'on vient d'acquérir.
et on te donnera ces 40% si jamais tu as atteint les objectifs commerciaux et que tu as bien travaillé pendant ces 2 ans. C'est-à-dire que si tu quittes l'agence pendant les 2 ans, parce que tu en as marre, tu es en burn-out, etc., ton vesting de 40, enfin ton solde de 40%, tu peux, entre guillemets, lui dire ciao. Et ça implique d'être en CDI au sein d'une plus grosse agence pendant 2 ans. Et ça implique d'avoir une pression monumentale parce que nous, les objectifs commerciaux qu'on nous avait donnés, ils étaient juste démesurés. Et la raison pour laquelle les grands groupes font ça, c'est simple, c'est parce qu'ils veulent avoir et acquérir des agences très peu chères. Donc en fait, ils te font du vesting 60-40 pour payer uniquement les 60% parce qu'ils savent très bien que les gens vont péter un plomb en CDI ou en tout cas ne vont pas atteindre les objectifs commerciaux qu'il y a sur le contrat. Donc on dit, ouais, 2 millions 1, t'aurais pu devenir millionnaire, machin, etc. Pourquoi t'as pas accepté? Voilà pourquoi j'ai pas accepté, parce que pour moi, c'était inconsidérable de bosser en CDI pour quelqu'un d'autre pendant 2 ans et avec des objectifs commerciaux qui étaient juste irréalisables. Donc on serait mort sous la pression. Donc on a refusé pas mal d'offres comme ça de rachat. Et éventuellement à la fin, donc Horus faisait beaucoup moins de chiffre d'affaires, hein. Je pense que quand on l'a revendu, Horus, ça faisait entre 20 et 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois de manière récurrente, donc ça n'a rien à voir en termes de taille de boîte. Mais c'était plus une volonté de notre part. Et du coup, on l'a revendu à un ami à moi qui s'appelle Mathias, qui a une boîte qui s'appelle Chaser, qui fait de la créa de contenu 9-16 aussi. Mais lui, il est plus focalisé ads. Donc en gros, il a voulu s'adosser notre brique, nous qui étions spécialisés en organique. Et donc, il a repris le fonds de commerce d'Horus. Donc, il nous a racheté pour un montant. Bon, alors là, pour le coup, je peux pas citer les montants, mais c'est pas des gros montants. Le fonds de commerce, donc il nous a donné un ticket pour racheter le CRM, le fonds de commerce, les contacts, etc. Et donc ça, c'est un montant. Et il nous a aussi racheté la marque, le site internet, les assets de communication, les use cases, les études de cas. Donc ça aussi, c'est un autre montant. Et il nous a aussi racheté, enfin non, là, il nous a pas racheté, mais plutôt, il nous a signé un contrat qu'on pourrait assimiler à un espèce de contrat de commission ou d'apporteur d'affaires sur le pipe et sur le fonds de commerce de Russe. C'est-à-dire qu'on lui a cédé le fonds de commerce pour un montant. Et en plus de ça, nous, on est commissionné à chaque fois qu'il y a un deal entre une boîte ou une personne qui appartenait à ce fonds de commerce et Chaser. Et on prend un pourcentage dessus que, pareil, je ne peux pas mentionner, mais qui existe sur une période donnée. Ok, donc en fait, si on fait les calculs, à l'époque, tu avais potentiellement 60% de million 1, vous étiez 4, et C'est donc ça. ça fait presque je sais pas, plus de 250 000 euros chacun, et tu t'es dit, ma liberté, elle vaut pas ce prix-là, parce que aller bosser 2 ans en agence, c'est pas mon identité, je suis entrepreneur, et, euh, et on reste entre nous. C'est ça. Et en fait, si je te dis tous les calculs, parce que ça c'est pareil, je suis très transparent là-dessus, moi j'ai plus de la majorité des parts d'Horus. Donc moi, à titre personnel, je serais sorti millionnaire de cette opération. Même avec les taxes, hein, on l'avait calculé, je pense que je serais sorti millionnaire de cette opération en cash. Le truc, c'est que moi, faire 1 million en 2 ans, ça m'a jamais fait peur. C'est-à-dire qu'à titre personnel, je sais que je peux faire 1 million en 2 ans, et c'est d'ailleurs le cas, tu vois. À titre personnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis tout seul dans ma société, et je pense qu'à la fin de l'année, je vais faire 500, 600 k, et je suis tout seul. Donc faire 1 million avec beaucoup de marge, ça me fait pas peur, et je me suis dit, en fait, là, je vais rentrer dans un monde qui est limite de l'esclavagisme pour potentiellement en sortir 1 million si j'atteins mes objectifs commerciaux que je savais qui étaient quasiment inatteignables. Donc je me suis dit, à titre perso, si je prends 60%, que là je suis sûr d'avoir, c'est-à-dire 600 000 en 2 ans en gardant ma liberté, le calcul il est vite fait, tu vois. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pas accepté. Ouais. Et en plus, il y avait d'autres gens, d'autres personnes et copains en jeu qui eux auraient C'est pris ça. quand même un moins gros chèque, qui auraient été aussi un peu esclaves. Et tu dis, on n'en a pas parlé, mais quand tu dis on a réduit la voilure et on était très content d'être à 20 000, 40 000 par mois, j'imagine que c'est pas aussi la même gestion. Quand tu as dit on est parti de Paris, est-ce qu'on peut parler du coup de ce côté comment tu passes de 4 copains à 15 personnes à la boîte? C'est quoi les conséquences sur ton lifestyle, sur gérer des gens, formés? Comment tu l'as vécu? Je pense que ça va pas être facile. Une boîte en hyper croissance. Ouais, alors je dirais pas que c'est en hyper croissance parce que tu sais hyper croissance pour moi c'est une startup qui passe de 2 à 100 quoi. Enfin tu vois, ça c'est de l'hyper croissance et donc j'ai pas vécu ça.
Mais du coup, j'ai vécu quand même une croissance, et surtout le business d'agence, c'est un business d'humain, donc en fait, c'est une croissance qui dépend des gens que tu recrutes. Et ça, les gens ont aussi tendance à l'oublier. Si tu recrutes mal, tu crois mal, ou tu décrois même. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu as un SaaS, ou une boîte tech. Et du coup, nous, on a vécu ça. Et moi, là, aujourd'hui, j'ai 25 ans, mais au début d'Aurus, j'avais 22 ans. Et encore aujourd'hui, je me considère très nul en management et en recrutement. D'ailleurs, je pense que les gens qui pensent être bons en management et en recrutement, ils racontent que de la merde parce que je trouve que il y a personne qui est bon en management et en recrutement. On est bon sur certains aspects. Et donc, du coup, faut comprendre les aspects sur lesquels tu es bon et jouer là-dessus, mais surtout savoir s'entourer de personnes qui ont les aspects sur lesquels toi, tu es mauvais. Bref. Du coup, j'étais très mauvais en management et en recrutement. Aujourd'hui, je le suis un peu moins, mais je suis toujours très mauvais. Et surtout, j'étais très jeune et mes associés aussi, hein, on a tous le même âge. Du coup, tous 22 ans. On a une boîte qui explose. On était deux, vraiment, c'est ça. Moi, j'avais un appartement en banlieue parisienne. On était deux avec Steve à bosser dedans. Benoît bossait à distance. Et un jour, on se dit, putain, là, on commence à faire du chiffre, notamment avec cette campagne avec Nexity, qu'on a gérée à trois. Mais au final, ça a ramené énormément de grands groupes. Bref, on se dit, putain, il va falloir qu'on recrute. Et en fait, il est arrivé une rentrée où on a recruté. Et on a fait un peu comme tout le monde. Au début, on a recruté des alternants, des stagiaires, et puis après, on les a transformés en CDI, etc. Et en vrai, j'ai pas de recette magique ou d'explication à comment on a réussi à stabiliser une boîte où on était deux avant jusqu'à 15. Mais je pense que c'est passé par des éléments concrets que tout le monde peut appliquer. C'est un, la culture, c'est-à-dire que nous, on a vraiment imprimé une grosse culture, tu vois. Que ça soit une culture, entre guillemets, graphique, mais aussi une culture au niveau des valeurs, tu vois. Au Russe, tout le monde connaissait, enfin en tout cas dans le monde de petit monde de la communication, réseaux sociaux, quasiment tout le monde connaissait. En tout cas, si tu étais sur LinkedIn, tu connaissais. Du coup, ça a imprimé des valeurs, etc. Nous, les fondateurs, on essayait de faire véhiculer toutes ces valeurs, authenticité, spontanéité, on se prend pas la tête. Bref, des valeurs qui correspondaient aussi à ce qu'on vendait. Et je pense que ça a plu. Du coup, ça a ramené des talents chez nous. Euh, on a dû apprendre sur le tas aussi avec le management recrutement. Donc ça, pareil, j'ai pas de secret, mais en gros, bah, c'est en recrutant que tu apprends, tu vois, et c'est en manageant que tu apprends. On a fait énormément de conneries et aujourd'hui, je suis content d'avoir fait ces conneries. Tu vois, moi, j'ai dû virer des gens au bout d'un mois et demi, au bout de 2 mois pour faute professionnelle, etc. Et en fait, le fait de passer par ces moments-là où tu as l'impression d'avoir fait un bon recrutement et qu'au final, ce recrutement te fait perdre de l'argent ou te fait perdre du temps, euh, bah, t'apprends. Donc c'est une phase, entre guillemets, d'apprentissage, de constant apprentissage, mais t'as pas, enfin moi j'ai pas de clé particulière à donner sur, ok, aujourd'hui on est passé de 1 à 15. Non, la vérité c'est que tu le fais petit à petit. Chaque recrutement, tu essaies de te concentrer dessus et de faire le moins d'erreurs possible, mais ça n'existe pas l'erreur zéro en recrutement. Tu vas faire des erreurs en recrutement, c'est obligatoire. Et après en management, bah, malheureusement pour savoir manager, il faut manager, donc tu apprends aussi en recrutant et en ayant des équipes qui grossissent. Donc voilà, en vrai, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, mais on a fait 40 000 conneries, tu vois, qui ont failli nous faire exploser en vol. Ouais, et puis après, c'est vrai que c'est pas les mêmes talents pour être entrepreneur que être manager, surtout quand tu commences tôt, tu as la niaque, etc. Ça marche quand tu es 5 potes, 10 personnes et que tu manages juste, c'est pas du management en fait, on est dans une aventure et puis il y a là et ça marche. Mais en effet, quand tu passes des paliers, il faut soit devenir une nouvelle personne, et en général, je pense que toi, tu aimes bien être entrepreneur et donc tu aimes moins être manager, ou trouver ces personnes qui peuvent le faire. Ouais. Euh, est-ce que du coup, dans ces erreurs, tu penses que tu recrutais, tu sais, il y a l'erreur de vouloir dire, tu recrutes pour le futur ou tu recrutes pour ce que tu as besoin maintenant. Donc, sous-entendu, tu sais qu'il y a ça qui va peut-être arriver. Si tu prends deux personnes en plus, on va pouvoir prendre plein de clients. Et du coup, ma question qui est liée à ça, est-ce que vous avez réussi à mettre de l'argent de côté ou est-ce que quand tu fais ça, bah, tu anticipes, tu recrutes, tu machin, et en fait, tu fais beaucoup de chiffres, mais il reste pas grand-chose parce que tu testes plein de choses et tu recrutes plein de personnes. On a fait les deux. En fait, pour être très honnête, on a fait les deux. Il y a une période où on a recruté pour rien. C'est-à-dire que là, si je prends du recul et de la hauteur dessus, on a trop recruté par rapport au volume qu'on avait. Mais il y a aussi des périodes où on aurait dû recruter et on n'a pas recruté. Du coup, on s'est retrouvé la tête sous l'eau. On a fait vraiment les deux. Mais ça, je pense qu'aussi, c'est une phase obligatoire. Enfin, pour moi, une agence, elle est obligée de passer par ces deux phases.
où elle va recruter des gens qu'elle n'a pas besoin de recruter et elle va pas assez recruter alors qu'elle a besoin de recruter, tout simplement parce qu'en fait, tu peux pas savoir à l'avance ce dont tu vas vraiment avoir besoin. Tu le sais à l'instant T. Le problème, c'est que les recrutements, bah, à partir du moment où tu prends la décision, tu as un délai d'acceptation et de matérialisation de cette décision. Tu prends toujours la décision d'un recrutement aujourd'hui, mais ton recrutement, il va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois à être fait. Et donc, à l'instant T, tu sais que tu as le besoin, mais à mois plus 3, tu sais pas si tu l'auras. Donc, en fait, pour moi, une agence, elle est obligée de faire des paris et de se dire, OK, on va recruter parce que potentiellement, on en aura besoin ou parce que à l'instant T, on en a besoin. Mais du coup, bah, tu te retrouves dans les deux cas de figure parce qu'à mois plus 3, bah, peut-être que finalement, tu n'en avais pas besoin ou alors que tu en avais encore plus besoin et que tu as prévu qu'un recrutement. Donc, on a fait les deux, tu vois, on est passé par les deux. Et au final, je pense que ça, c'est pareil. Tu dois le faire pour te rendre compte des pincettes qu'il faut prendre à chaque fois pour recruter. Et aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai des éléments clés qui me permettent de savoir quand recruter. J'essaye de le chiffrer un maximum et de le rationaliser un maximum. Mais c'est vrai que même encore aujourd'hui, avec les agences que je conseille et les agences que je vois passer, bah, le recrutement, t'avances. Ce que je veux dire, ça peut être très mal pris, mais t'avances un peu au doigt mouillé dans le sens où tu as des indicateurs qui te disent que tu dois recruter, mais ces indicateurs-là sur lesquels tu te bases aujourd'hui peuvent très bien être à l'opposé dans 2 mois, au moment où le recrutement arrive, tu vois. Donc c'est compliqué, tu vois. Et après, lié à ça, il y a le type de service que tu vends et la récurrence. Toi, tu avais l'air de parler de Ouais. chiffre d'affaires récurrent, ce qui me paraît assez impressionnant pour une boîte qui vend de la vidéo, parce que tu aurais tendance à penser que c'est un one-shot. Comment vous avez attaqué cette problématique et aujourd'hui, comment tu vois l'importance de réussir d'avoir un business model qui est récurrent, qui te permet justement de peut-être mieux gérer tes recrutements, savoir du coup combien va rentrer, donc combien tu peux dépenser aussi en salaire. Ouais. Comment vous l'avez géré, qu'est-ce que vous avez testé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors ça, déjà, si tu veux mon avis sur l'obsession du récurrent pour une agence, j'en reviens de plus en plus. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à dire, putain, faut faire du MRR, faut faire du MRR, faut faire du MRR. La vérité, c'est qu'en fait, la plupart des agences que je croise qui sont hyper saines ont un modèle où elles ont 50% ou 60% de contrats récurrents et le reste qui n'est pas récurrent et pourtant elles vivent très bien, tu vois. Et donc du coup, ce que je dis moi la plupart du temps maintenant, c'est concentrez-vous sur votre offre, qu'elle soit récurrente ou pas. Si vous avez un bon service, les gens rachèteront. Et donc, j'en reviens de plus en plus de cette obsession du MRR. Nous, on n'a jamais vraiment forcé, entre guillemets, le MRR. Par contre, ça nous est un peu tombé dessus. Dans le sens où euh, ça aussi, tu dois connaître, mais il faut bien faire la différence entre travailler avec des petites boîtes et travailler avec des grands comptes, ce qu'on appelle les grands comptes, c'est-à-dire les grands groupes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Le fonctionnement est complètement différent. Et nous, du coup, la raison pour laquelle on a réussi à mensualiser nos contrats, c'est parce qu'on s'est simplement calqué sur le modèle de fonctionnement des grands groupes, qui est un modèle archaïque qui fonctionne comme ça depuis des années et qui est commun à tous les grands groupes. Les grands groupes, c'est simple. D'ailleurs, ça va être bientôt là. Arrivé au mois de novembre, elles négocient leur budget annuel. OK? Donc, tous les départements, au mois de novembre, se réunissent et le N plus 45 dispatche le budget. Donc, il va dire à Orange, Orange Communication, cette année, vous avez 4 millions de budget pour les réseaux sociaux. Nous, on dépendait de ce budget-là, de cette branche-là. Donc, en fait, notre travail, c'était, et souvent au début d'année, d'aller attraper une pocket de ce budget et de le signer, du coup, sous forme de budget et non pas sous forme de prestation. Dans le sens où, quand tu es une agence qui travaille avec des petites boîtes, tu vas vendre ta presta. Nous, on va attraper un budget. Et on va dire, en fonction de ce budget, voici la Mhm. presta qui a adossé. Donc on avait quand même des packs. Attention à ce que je dis, c'est pas de faire n'importe quoi et de vendre à la tête du client. C'est juste que nous, on avait des packs. Nous, c'était simple, hein, c'était 1 000 € la vidéo. Mais par contre, on n'allait pas attaquer Mythique comme on allait attaquer Orange, simplement parce que le budget n'était pas le même. Et donc, nous, notre capacité d'action derrière n'était pas la même. Donc, c'était toujours la même chose, 1 000 € la vidéo. Et ça incluait la presta, le tournage, la post-production, etc. Par contre, bah, Mythique, je sais pas, ils avaient 40 000 € de budget sur l'année, bah, on travaillait dans ces 40 000 € là. Ce qui fait qu'on mensualisait ces 40 000 € sur 6 mois, par exemple, ou sur un an. Ça nous donnait, je sais pas, enfin, là, je dis des chiffres au hasard, mais 4 000 € par mois. Par contre, Orange, ils avaient 120 000 € Ouais. sur l'année pour nous, qu'on a réussi à aller chercher. Du coup, on pouvait se permettre de mensualiser à 10 000 € par mois.
Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on mensualisait. Et nos plus gros contrats, ça a été avec Orange, avec Nexity, avec Mythic, etc. Sur des prestations mensualisées comme ça. Mais c'est parce qu'on venait toujours chercher le budget au moment où le budget était décidé et qu'on bossait avec les boîtes là-dessus. Et du coup, on avait un budget défini sur l'année sur lequel on pouvait travailler, tu vois. C'est pour ça qu'on a réussi à mensualiser. Mais en vrai, faut pas trop se prendre la tête avec la mensualisation des prestats. À partir du moment où, comme je disais, à partir du moment où la presta c'est un banger, les gens rachèteront. Et c'est eux-mêmes qui vont te demander d'être mensualisés. Ok, donc je sens que là, le conseil derrière, c'est concentrez-vous sur faire de la qualité, le reste suivra, surtout dans un monde où Ouais, il y a une explosion du nombre vraiment. d'agences, tout le monde fait un peu la même chose. Toi, tu C'est étais quand ça. même au bon endroit au bon moment, enfin après, tu l'as provoqué avec ton parcours, Ouais. mais 2020, TikTok, t'as explosé, après tu t'es mis là-dedans, euh, t'as fait de la qualité, et c'est ça que tu penses qui a payé. Et qu'est-ce qui a fait que, bah, après, le chiffre a descendu d'ailleurs? Alors, déjà première réponse, enfin première partie, ouais, nous on était au bon moment, au bon endroit, et ça aussi les gens ils ont tendance à le sous-estimer. Il y a une question de timing dans les agences, hein, et en fait il y a un momentum à aller saisir. Moi je suis partie prise du fait que ce momentum on peut le créer. Maintenant il y a quand même une variable chance qui existe. Nous, on a créé notre momentum, mais parce qu'on a vu l'opportunité du marché et on s'est bien inséré dedans au bon moment. Les agences doivent faire pareil, c'est-à-dire voir leur momentum arriver. Ça peut prendre 3, 6, 9 mois, j'en sais rien, 1 an, 2 ans. Mais le jour où le momentum il arrive, il faut rentrer dedans, il faut le saisir. Du coup, ça, c'est la première partie. Et ça, faut pas le négliger. Faut pas négliger cet aspect-là. Et après, le chiffre d'affaires a baissé. C'était volontaire. Honnêtement, c'était volontaire. On a coupé tous nos contrats. En fait, il faut te dire on était 15. Fin 2023, enfin, les mi-2023, septembre 2023. Je me rappelle parce que j'étais en Thaïlande quand on a pris cette décision-là. Euh, on a coupé la majorité des équipes, donc ouais, 70% des équipes, on les a coupées. Et on est resté à 4 du coup, à Paris, et plus nous deux dans le sud avec Benoît. Et du coup, bah, forcément, on ne pouvait pas prendre ce volume de clients qu'on avait avant. Du coup, on a coupé les contrats, et ça tombait bien parce que c'était les fins d'année. En gros, les contrats se sont terminés et on n'a pas essayé de les renégocier, on n'a pas essayé de les rattaquer. Donc c'était plus volontaire qu'autre chose. Et pourquoi vous en aviez marre? C'était dur? C'est quoi? Parce que c'est intéressant, on parle toujours de la montée, mais qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, t'en as marre et tu dis, je veux faire autre chose? Ouais, nous c'était vraiment ça. En gros, ce que les gens aussi voient pas, c'est que quand on a un service comme de la vidéo, on fait pas du développement web, on fait pas du SEO, on fait pas du media buying. En fait, la vidéo, ça implique de se déplacer et de venir en tournage. Et donc, en fait, ton chiffre d'affaires est proportionnel à la capacité que tu as d'aller en tournage. Et nous, il faut savoir que pendant 2 ans, on avait des tournages, on avait 10 tournages par semaine, en fait. Et en fait, à un moment donné, tu pètes un plomb, tu vois. Ouais. À un moment donné, tu pètes un plomb parce que t'es humain, tu vois, et que tu passes ta vie en tournage, tu vois, et c'est des grosses journées. Nous, c'était des prods quand même à la caméra, etc. C'est pour ça qu'on votait aussi cher. On faisait du TikTok premium, entre guillemets. Donc, bah, tu fais déplacer toute une équipe et machin et trucs. Et à un moment donné, bah, 10 fois par semaine, tu pètes un plomb. Donc, on n'y était pas chacun 10 fois par semaine. On était séparés. Il y avait des chefs de projet qui allaient tout seuls. Des fois, Stevie prenait des tournages. Moi, j'allais sur un tournage tout seul. Mais des fois, dans la journée, tu faisais 3 tournages, en fait. Et donc, à un moment donné, tu pètes un plomb. Et moi, j'en ai eu marre aussi, à titre personnel, de la vie parisienne. Moi qui ai toujours grandi en banlieue, enfin, j'en pouvais plus, tu vois. Et puis, j'avais les moyens, entre guillemets, de m'offrir une vie ailleurs. Même si, attention, hein, je dépense pas comme un Américain à Bordeaux, mais ce que je veux dire, c'est que bah, quand même, il faut les moyens pour pouvoir, entre guillemets, sortir de la banlieue parisienne, de la région parisienne. Et donc, ouais, j'ai saisi l'opportunité, tu vois. Je me suis dit, j'en ai marre des tournages, j'en ai marre de Paris, allez, je me casse. Décision très égoïste, hein, je dois l'avouer, mais c'est une décision que j'ai prise pour moi, pour mon bonheur, parce que j'en pouvais plus. Et du coup, Steve est resté un peu tout seul sur Paris, et Steve, il peut pas se démultiplier, tu vois, c'est pas Naruto, il peut pas se cloner. Et donc il a dû réduire considérablement le nombre de tournages qu'il pouvait faire, quoi. Ok, et si je comprends bien, donc les agences, les gens, pareil, dans les choses que les gens oublient, c'est que bah, c'est des humains, c'est du service, tu as des clients, tu as beaucoup de. Je dis, c'est pas des SaaS, c'est pas du logiciel. Et c'est vrai que
Après, il y a pas mal de types d'agences, mais en effet, quand tu fais du SEO, comme moi j'ai pu faire, bah, tu es quand même derrière ton ordi tranquille à écrire des articles. C'est quand même pas Ouais, pareil que d'aller en tournage. C'est quand même plus voilà, digital. Euh, et après ça, j'ai quand même l'impression que là, tu es parti sur un autre modèle où tu as mis ta qualité de vie en priorité. Tu as envie d'être ouais. tout seul aux horaires que tu veux. Là, tu dis que tu fais à peu près ce 400K, 500K tout seul. Donc, c'était quoi les enseignements que tu as tirés? Qu'est-ce que tu as fait après? Et du coup, j'allais dire, si c'était à refaire, tu refais comment? Mais si je comprends bien, tu le refais pas toi, mais tu l'enseignes aux autres en disant, OK, faites pas ces erreurs-là. Et du coup, ça ressemble un peu à quoi le modèle maintenant? C'est ça. Du coup, enfin, suite à ça, moi, je suis venu un peu, entre guillemets, m'exiler à Bordeaux. Il y a eu la revente. Alors, la revente, hein, c'est pareil, j'en parle en 10 secondes, mais en fait, ça a duré 6 mois, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la décision a été prise, on a été dans les papiers avec les avocats, etc. pendant 6 mois. Ça aussi, à ne pas négliger. On ne revend pas une agence comme ça, comme si on était un freelance sur Malte. Du coup, voilà, c'est des allers-retours, des avocats, des choses qui vont pas. Mathias, c'est mon ami. Mais Mathias, on s'entendait pas sur certains points, tu vois. Donc, en fait, à un moment donné, faut trancher. Et il y a des avocats au milieu. Donc, ça prend du temps. Donc, il y a eu une période tampon, entre guillemets, de 6 mois où Horus fonctionnait, vivotait encore un peu. Steve a rejoint une autre agence. Donc, il a un gros poste dans une autre agence aujourd'hui. Benoît est venu avec moi. Et on a fondé Le Charbon. Donc, en fait, Le Charbon de base, c'était une formation en ligne. Donc, ça, pareil, j'ai découvert un nouveau métier, mais j'ai fait plein de conneries et tout sur ce truc-là. Aujourd'hui, je peux en parler comme ça, mais bah, au moment où je le lance, pour moi, c'était pas une bêtise. On se dit, putain, let's go, on fait une formation en ligne qu'on va vendre très peu cher, donc elle était à 700 euros. Et par contre, on va faire la meilleure formation en ligne de la Terre pour toutes les personnes qui veulent commencer de zéro et devenir freelance ou devenir agence. On a fait ça, mais plein d'erreurs, plein de conneries. Je pourrais pas rester, enfin, je pourrais pas en parler 50 ans, mais plein de bêtises qu'on a faites, mauvais marché, mauvais positionnement, mauvaise cible, mauvais marketing, mauvaise communication. Bref, tout ce qu'on a pu faire comme bêtises, on l'a fait. On a dépensé énormément d'argent pour promouvoir ce truc-là. Du coup, pendant les 3-4 premiers mois de 2024, c'était une formation en ligne. Le charbon, c'était une formation en ligne. Tu payais sur Internet 700 balles. Tu n'avais pas de coaching et tu avais tes modules de formation en ligne. Pour le coup, niveau formation en ligne, tu avais vraiment de quoi te nourrir. Genre, la formation en ligne, elle est vraiment solide. Mais c'était un modèle qui m'intéressait plus, tu vois. On a fait pas mal d'argent avec ça. On a onboardé pas mal de monde, mais c'était pas ce qui m'intéressait, tu vois. C'était vraiment mode infoprenariat, comme on voit tout le monde faire. Je te vends des petits tickets et puis la formation, et puis je te laisse. Mais au final, t'as personne qui réussit ou très peu. T'as pas de suivi, tu sais pas qui rentre dans ta formation, tu les connais pas, il n'y a pas d'humain là-dedans. Et puis moi, franchement, plus j'avance, plus je grandis dans ma vie, plus je me rends compte que mon bonheur personnel est très lié à l'impact que j'ai sur les gens, qu'il soit positif, tu vois. C'est-à-dire que mon bonheur personnel est très proportionnel à l'impact positif que j'ai sur les gens. Et là, tu n'as aucun impact positif. Enfin, il y a quelques messages par-ci par-là. Ouais, c'est bien, c'est cool. J'ai kiffé la formation, j'ai réussi à faire ça. Mais c'est très limité, tu vois. Du coup, on a pivoté. On a switché, on a fait un hybride sur à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre, on a fait un hybride formation en ligne avec du coaching, et c'était moi qui faisais le coaching ou Benoît. Du coup, Benoît, il a monté au russe, il a la même expertise que moi. Du coup, là, c'était bien, mais encore une fois, on avait bien de meilleurs résultats, c'était cool, les gens étaient contents, satisfaction à 100%. Euh, mais encore une fois, tu es limité. Ton impact est limité parce que tu n'es pas tout le temps là avec les gens, t'es pas hyper impliqué. Et du coup, là, depuis septembre, et ça fait 2 mois maintenant, enfin un peu moins de 2 mois, que je teste ce modèle et c'est un carton. Modèle qui ressemble beaucoup à celui de Massy, mais qui est un peu différent dans plein de choses. Où bah, c'est moi qui vais faire du consulting au sein des agences que j'accompagne. Et donc là, j'accompagne uniquement les agences qui sont, entre guillemets, un peu plus matures, donc qui sont à 10, 15 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, qui stagnent et qui vont jusqu'à 100, 150 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Parce qu'après, comme je te le disais, j'ai du mal à accompagner les agences au-delà de ça, puisque moi, je n'ai pas l'expertise et je ne l'ai jamais fait pour moi-même. Donc, ça serait culotté de dire que je peux le faire pour les autres. Donc voilà, aujourd'hui j'accompagne ces agences-là, c'est du consulting, on se voit toutes les semaines, c'est un programme hyper intensif et mon objectif c'est de faire doubler leur chiffre d'affaires tout en gardant une marge
de 60%, une marge brute de 60%. Donc, parce que ça, pour moi, c'est une métrique aussi hyper importante dans le business d'agence. Si tu arrives à maintenir ta marge brute au-dessus des 60%, tu as un business qui est hyper sain et une agence devrait avoir cette marge-là vu que c'est un business de service et qu'on peut se le permettre. Donc voilà un peu la promesse et c'est du voilà là consulting, je mets les mains dans le cambouis, j'ai tout le monde sur WhatsApp qui m'envoie des messages, enfin toutes les agences que je suis qui m'envoient des messages dès qu'ils sont bloqués, je les débloque donc ils ont un accès direct avec moi et on a des coachings toutes les semaines et je leur donne des devoirs en fait entre chaque semaine, plein de ressources, plein de templates, je les mets aussi en contact avec plein de monde, ça aussi c'est cool, tu vois, ils viennent un peu chercher mon réseau, ils payent pour ça mais du coup c'est cool. Et voilà, c'est ça la nouvelle version du charbon. Ok, donc toi, personnellement, t'es passé de hypermarché où je vends pas cher à plein de monde et tu t'es dit, ok, ton bonheur, ton niveau de bonheur personnel, il a pas suivi parce que t'avais pas forcément un impact. T'as dit, on passe de ça à un truc hybride, moins de monde, un peu plus cher, mais plus d'impact. Et t'as dit, ok, ben en fait, ce qui te rend heureux, toi, c'est de dire, je vais aider quelques personnes, mais vraiment avoir un impact. Par contre, tu disais que c'était pas forcément, le modèle d'avant n'était pas forcément scalable. Là, c'est pareil. Tu vends ton temps, même si c'est un stéroïde, etc. T'arrives à, toi qui as quand même, j'ai l'impression, une énorme valeur sur la liberté, t'as pas l'impression d'être en prison, tu t'aimes faire ça. C'est quoi le compromis là-dedans? Ouais. Mais ça, tu vois, c'est une bonne question que je me suis posée. Pour l'instant, en fait, pour l'instant, je kiffe faire ça. C'est-à-dire que là, par exemple, ma journée du mardi, elle est remplie de calls. Je l'ai fait le mardi, donc elle est remplie de calls de coaching avec les agences que j'ai. Pour l'instant, je kiffe. J'ai des grosses journées, notamment le mardi, etc. Mais du coup, hier, d'ailleurs, c'est marrant, c'est mon pote qui m'a posé cette question. Hier, il m'a posé la question, ouais, mais tu vas faire quoi après, du coup? Parce qu'il y a un moment donné aussi où tu vas peut-être en avoir marre de faire du consulting en 1v1. Pour l'instant, j'y ai pas vraiment réfléchi, mais c'est un truc qui va être amené aussi dans ma réflexion. Là, j'aime passer du temps, tu vois. Là, j'ai qu'une envie en fait, c'est d'avoir des résultats énormes avec les personnes que j'accompagne, comme ça, de manière indéniable. On pourra dire que je sais ce que je suis en train de faire et que mettre ton argent chez moi entre guillemets, c'est un investissement qui est rentable à chaque fois. Ça, c'est un peu la mission que j'ai actuellement. Après, c'est vrai que j'y ai pas réfléchi, mais je sais, je suis totalement conscient qu'à un moment donné, ça va faire un peu comme l'agence, où je vais me dire, putain, en fait, ça commence à me faire chier d'être en 1v1 avec les gens, et je le sais, hein, mais c'est une certitude. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je pense que ça prendra le temps que ça prendra, au moins 1 an, 2 ans. Mais il y a un moment donné où je vais me poser cette question. Et du coup, après, je réfléchirai à autre chose. Tu vois, moi, j'ai un truc en tête que j'ai depuis des années en tête. J'aurais adoré faire une école pour les indépendants, donc pour les fondateurs d'agences, mais pas que, pour les freelances, etc., dans le digital. Je trouve que ça n'existe pas. Et du coup, j'ai cette idée dans le crâne. Mais pour réaliser cette idée aussi, il faut que, un, j'ai de la preuve sociale, deux, que les gens réalisent et me positionnent comme un expert sur ce niveau-là, et trois, que j'ai du cash, parce que c'est un truc qui coûte de l'argent. Donc, ça sera potentiellement la next step quand j'en aurai marre, tu vois. Mais pour l'instant, ça va. Ouais, et puis c'est bien de. Ça se voit que c'est important pour toi de faire quelque chose qui te rend heureux au moment T. C'est le cas. Donc, en effet, quand les potes te disent quand on aura marre, tu feras quoi? C'est pas grave, parce que pour l'instant, t'en as pas marre. Donc, non, hyper intéressant. Bon, tu nous as Ouais, c'est teasé ça. sur le fait que tu fais passer des agences de 10K à 100K. Nous, on en parlait en antenne. La plupart des gens qui viennent me voir pour essayer de vendre, la question, ils me parlent de combien ça vaut. Le gros problème, c'est que la plupart du temps, ça vaut zéro. Pourquoi? Parce que c'est pas structuré, il n'y a pas un système d'acquisition, il n'y a pas un système de delivery. Toi, avec tes différentes expériences, tu es quand même hyper bon en marketing digital. Aujourd'hui, c'est quoi un peu que tu expliques aux agences? Est-ce que c'est quoi un peu tes piliers? C'est quoi une agence tu vois, qui va passer de 10 à 100K? Comment, quand elles arrivent et qu'elles viennent te voir, à quoi ça ressemble? Et dans l'idéal, ça finit comment? Et c'est quoi les choses que tu mets en place ou un peu les piliers que tu peux nous enseigner pour qu'on puisse s'en inspirer? En gros, enfin, faut savoir que pour chaque agence, c'est hyper différent. Donc là, je vais te donner un truc très très simple, mais qui concerne 95% des agences que j'accompagne et que j'ai vu même que j'accompagne pas, mais que je connais parce que ça c'est pareil dans le monde des agences, j'accompagne pas tout le monde, mais je connais énormément de monde. Et à chaque fois, c'est la même chose. Il y a deux problématiques principales. La première, c'est tout ce qui va comporter les offres et le positionnement. Donc en fait, les offres sont pas claires.
Personne comprend vraiment ce qu'ils achètent à l'agence. Les agences n'arrivent pas à se positionner sur les services sur lesquels ils sont meilleurs, sur les services sur lesquels ils margent vraiment, sur lesquels ils sont vraiment rentables. Ils n'arrivent pas à se positionner correctement, à aller voir les bonnes personnes au bon moment, ou en tout cas les bonnes entreprises au bon moment, avec les bons besoins, avec les bons prix. Parce que ça, c'est un truc aussi que je trouve hallucinant, mais toutes les agences qui viennent me voir ont ce problème. Il y a un désalignement entre le positionnement et le prix. Tu sais, ils adressent une cible à un prix qui correspond pas du tout à ce que peut se permettre cette cible ou aux besoins de cette cible. Donc bref, tout ça, en gros, tout ce qui comporte les offres et ce qu'on pourrait dire en mode startup, le go-to-market, tu vois, ça, je passe énormément de temps dessus. Je passe énormément de temps dessus parce que les agences n'arrivent pas à rendre leurs offres sexy et surtout, elles n'arrivent pas à se limiter à une offre qui, comme je te le disais tout à l'heure, une offre banger sur laquelle ils vont délivrer comme des malades, tu vois. Ça, ils n'y arrivent pas. Donc, ça, je passe la majorité de mon temps là-dessus. J'ai l'impression de l'extérieur que tout a déjà été fait. Comment t'arrives du coup pour avoir une offre qui est banger en 2024? Est-ce que tu as le côté, quand tu parles d'offre, est-ce que tu essaies aussi de leur dire soyez différents juste pour être différent, essayez d'avoir une expertise, faites pas une énième agence SEO? Comment tu fais pour avoir un truc innovant? Non, moi, ça, le truc innovant, je le cherche pas forcément. Ce que je cherche, c'est que les gens comprennent que cette agence-là est la meilleure sur ce domaine-là. Et donc, il y a un truc dont les agences ont peur, et surtout au stade auquel je les accompagne, c'est qu'elles ont peur de se restreindre. Sauf que pour moi, la contrainte, c'est la meilleure manière de scaler quand tu es à ce niveau-là. Euh, je prends très souvent cet exemple-là, il est hyper parlant. Quand tu as une fuite chez toi, t'appelles pas l'électricien ou t'appelles pas le maçon, t'appelles le plombier. Et t'appelles le plombier qui est le mieux noté sur Google. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as un problème de compteur ou une prise qui marche pas, tu vas appeler l'électricien. Et tu vas appeler l'électricien le mieux noté sur Google. Je donne toujours cette métaphore. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la tête d'un prospect, il faut exactement que les agences que j'accompagne procurent ce sentiment-là. C'est putain, on a un problème sur cet article-là de SEO qui est sur notre site internet à tel endroit. Et ben, je vais aller voir cette agence-là qui va répondre parfaitement à mon besoin à cet instant-là. Tu vois? Et donc, en fait, ce que je dis aux agences que j'accompagne, c'est qu'il faut qu'elles travaillent dans la contrainte au début. C'est-à-dire qu'elles se restreignent à proposer un seul service à une seule cible qui a un besoin précis auquel ce service répond parfaitement, tu vois. Et une fois que ça, c'est fait, et que bien évidemment, comme je te disais avant, que leur prix soit aligné avec tout ce qu'on vient de dire là. Une fois que ça, c'est fait, elles sont identifiées comme références sur leur marché. Leur marché est tout petit, certes, mais elles n'ont pas besoin d'avoir un marché énorme puisqu'elles font pas 400 millions par an, tu vois ce que je veux dire? Donc, elles sont références sur leur marché. Et ça, une fois que j'ai atteint ça, c'est bon. Le reste, on peut y aller, tu vois. Parce qu'en fait, 100% des agences, on comprend pas réellement qui elles adressent, pourquoi elles font, combien elles coûtent, c'est quoi les services, c'est quoi les livres. En fait, c'est pas clair. Il y a un manque de transparence, il y a un manque de clarté là-dessus, parce qu'en fait, elles-mêmes ne le savent pas. Donc moi j'interviens vraiment là-dessus sur, ok, qu'est-ce que tu vends concrètement, à qui tu le vends, pour combien, pourquoi, tu vois, et spécialise-toi. Au début, tu peux te permettre de te spécialiser, c'est la plus grande force que tu auras. Une fois que tu fais 100 000 euros par mois, on discutera des upsells, des cross-sells, de tous ces merdiers. On en discutera. Mais pour l'instant, spécialise-toi, deviens le meilleur dans ce que tu es, tu vois. Et c'est ce que je fais sur cette partie offre. Ok, donc ça c'est vraiment la base. Et c'est vrai que ouais, je te rejoins totalement et c'est ce que je répète toute la journée aussi aux agences, surtout quand nous on parle à des agences qui existent depuis 15-20 ans. Ils n'ont pas cette vision-là. Tu vas sur leur site, c'est la énième agence. C'est aussi pour ça que toi, je pense que tu parles avec des gars beaucoup plus modernes qui arrivent sur le marché, un marché beaucoup plus mature avec plein de Je sais concurrence et pas ils si sont tu m'entends, parce obligés que de moi, ça a prendre, bloqué comme tu dis, une complet de mon petite côté. place, mais hyper nichée, hyper définie. Donc ça, c'est l'étape 1 et c'est beaucoup plus important que d'aller faire du marketing parce que si ce que tu vends, c'est moyen, tu peux dépenser autant que tu veux, ça marchera pas. Ok, ça c'était l'étape 1. Alors on disait, c'est quoi l'étape 2? Tu nous as parlé de l'offre, du positionnement, d'être Ouais. bien niché. Une fois que tu as ça, que tu as mis les bases, je disais aussi, faire du marketing et mettre de l'argent sur la croissance et l'acquisition tant que tu n'as pas un truc clair, ça a l'air d'être une mauvaise idée. Donc toi, tu commences par ça. Et après, du coup, tu fais quoi? Ouais, bah en fait là, moi j'étais parti sur les deux principales problématiques. Il y en a plein, c'est-à-dire qu'il faut préparer un peu ton agence à scaler, etc. Il faut la structurer, il faut recruter. Mais ça,
ça, je passe du temps dessus, mais c'est quand même moins problématique parce que c'est plus des choses à appliquer, etc. Par contre, donc l'offre, 50% de mon temps et 50% de mon temps, c'est sur l'acquisition. Il y a personne qui sait aller chercher un client, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est-à-dire que moi, j'ai des agences qui viennent me voir, qui font 20 cas par mois, qui n'ont jamais lancé d'acquisition. Donc en fait, ils font 20 cas par mois simplement parce qu'ils sont super forts et parce que humainement, c'est des bonnes personnes et parce qu'ils ont un super service. Et donc, ils ont des clients qui les recommandent, qui font du bouche à oreille, qui repassent commande chez eux. Mais ils sont jamais allés chercher un client d'eux-mêmes. Et quand je dis acquisition, c'est aller chercher un client, donc prospection, mais c'est aussi création de contenu, faire venir un client chez soi. Ils ont fait ni l'un ni l'autre. Et ils font quand même 20 cas par mois. Et du coup, ça, c'est un levier sur lequel je passe aussi énormément de temps. Parce qu'à partir du moment où tu es bon dans ce que tu fais, tes offres sont bien, qu'on a revu tes offres, qu'on les a rendues sexy, compréhensibles, etc., et que tu vas chercher des gens, c'est un carnage, tu vois, c'est un carnage. Et donc, moi, les principaux leviers, c'est ça, c'est l'offre, l'acquisition. Et l'acquisition, je le divise vraiment en deux parties parce que pour moi, il y a le fondateur ou la fondatrice d'agence qui incarne son agence et je trouve que c'est hyper important à des stades de développement qui sont assez faibles, donc via le personal branding, ce qu'on appelle le personal branding. Après, quand, toi, tu dois sûrement avoir ces sujets-là, mais quand tu cherches à revendre, etc., que tu fais plusieurs millions d'EBITDA, tout ça, c'est important pour les fondateurs de se détacher de cette image. Mais en tout cas, au stade de développement auquel moi je les accompagne, c'est hyper important que le fondateur ou que les fondateurs mettent la main à la pâte et qu'ils deviennent les ambassadeurs. Donc je les fais créer du contenu en fait et du contenu intelligent qui parle à leur cible. Et je les fais aller prospecter en fait. Je les fais aller prospecter correctement. Tu vois, on identifie un canal de prospection principal qui correspond très souvent aux habitudes de leur cible. Donc tout est lié, tout est forcément fait de manière cohérente. On va pas aller chercher, je sais pas, des responsables marketing sur TikTok. Enfin, c'est pas le canal principal d'acquisition que je vais leur recommander, tu vois. Mais du coup, c'est ces deux sujets-là, offre, acquisition, et après, entre ça, bien évidemment, moi, je reprends tous les piliers financiers, parce que ça aussi, c'est une monstruosité de conneries que je vois dans la manière dont est gérée une agence financièrement. La structuration de l'équipe, et puis la gestion de projet, tu vois, tous les outils que tu utilises, comment tu gères tes projets, comment tu pars de la vente jusqu'à ton feedback loop, et comment justement tu récoltes un maximum de témoignages, parce que ça, c'est pareil. Très peu d'agences maîtrisent de A à Z leur fonctionnement sur la gestion et la délivrabilité des projets, quoi. Et du coup, non, c'est intéressant ce que tu dis sur le côté où tu as ces deux piliers, mais ça dépend des cas. Par exemple, si moi, mon job, c'est de vendre des agences digitales, a priori, mon contenu doit être sur LinkedIn et ma cible elle est sur LinkedIn. Mais quelqu'un qui va, enfin, je sais pas, peut-être un autre exemple où LinkedIn ne serait pas du tout adapté pour une agence et il faut aller chercher les gens ailleurs, parce que j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, c'est tout LinkedIn, mais toi, tu dis pas forcément. Ouais, LinkedIn, c'est quand même très adapté, peu importe ce que tu fais. Par contre, tu vois, moi, j'ai des exemples d'agences où, par exemple, là, j'ai un mec qui s'appelle Sébastien qui fait des landing pages pour les business locaux. Et lui, il fait que du cold calling, tu vois. Ça n'a aucun sens pour lui de faire du LinkedIn. Trop bien. Parce qu'en fait, les business locaux, ils répondent au téléphone, ils vont pas sur LinkedIn, tu vois, pour commander un site. Donc, enfin, en fait, ça dépend vraiment de qui t'adresse, qui tu vends. Pareil, je bosse avec Webiflow, qui est une agence pour infopreneurs. Ils font pas mal de YouTube parce qu'en fait, YouTube, ils savent très bien que c'est un endroit qui est très fréquenté par les infopreneurs quand ils sont en recherche d'informations, recherche d'inspiration. Donc, du coup, boum, ils balancent des contenus dessus parce qu'ils savent. Enfin, voilà, en gros, il faut juste être intelligent par rapport à, ouais, encore une fois, quelle est l'habitude de ta cible, où est-ce qu'elle se situe, où est-ce qu'elle consomme du contenu, où est-ce qu'elle est susceptible d'ouvrir tes messages, et tu la bombardes sur ce canal-là, tu vois. Ok, et donc en fait, vu que tu dis ça dépend des cas, je comprends maintenant mieux pourquoi tu avais fait la meilleure formation du monde, mais tu avais fait plein d'idées, plein d'erreurs. Et j'imagine qu'en fait, tu t'es Exact. dit merde, tu peux pas faire une formation qui plaît à tout le monde. Et donc là, au moins, tu peux adapter Ouais. à chaque cible. Ouais, ouais, c'était exactement ça. La formation, dis-toi, elle fait quasiment 150 ou 160 heures de contenu parce que justement, j'ai voulu jouer au mec qui comblait tous les besoins de tout le monde, sauf que c'est impossible. Mais du coup, enfin voilà, tu vois, rien qu'avec le nombre d'heures de contenu qu'il y a dans la formation, tu réalises la connerie que j'ai fait, quoi. Et c'est vrai qu'au final, là, tu finis par le one-to-one, mais en général, si tu lis un peu du Hormozy, etc., tu commences en one-to-one, tu comprends les besoins
et après tu commences à te détacher, à avoir des coachs, et tu finis par une formation à grande échelle. Toi, tu as pris le modèle à l'envers. C'est ça. Et par contre, maintenant, tu es, à ta place. J'ai l'impression que si tu as à refaire, c'est par ça que tu commencerais. Ouais, c'est par ça que je commencerai. Et tu vois, pourtant, je lis du Hormody, j'écoute leurs conseils, etc. Je suis même coaché, hein, tu vois, par un Anglais, mais qui est très fort aussi. Mais après, enfin, tu vois, je pars du principe qu'il faut être aligné avec ce que tu fais. Si tu suis les modèles de d'Hormozy et de machin pour suivre leur modèle, c'est cool, mais à un moment donné, tu vois, moi j'ai eu la chance de bien gagner ma vie, je gagne encore très bien ma vie, je manque de rien, je suis en très bonne santé, Dieu merci. À un moment donné, j'ai juste envie de me lever le matin et de faire un truc qui me fait kiffer, quoi, tu vois. Et encore une fois, comme je te disais, mon impact, enfin mon bonheur personnel est proportionnel à l'impact que j'ai sur les gens. Et je trouve qu'avec une formation en ligne, tu as très peu d'impact sur les gens. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. La meilleure formation en ligne de la Terre, elle a un millième de l'impact que j'ai en coaching avec un mec. C'est juste lunaire la différence, tu vois. Et donc, je suis prêt à faire ce sacrifice pendant quelques années pour, encore une fois, bâtir ma réputation ou en tout cas la renforcer. Et peut-être qu'un jour, bah, comme je te disais, tu vois, je passerai sur un modèle école et bah, ça sera plus moi qui ferai les coachings, tu vois. Il y aurait des profs, entre guillemets, ou ouais, on les appellera comme on veut. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, tu vois. Ouais, en tout cas, écoute, merci pour la formation parce que à 700 euros avec tout ce que tu as mis dedans, bah, j'irai la voir. Ça doit permettre à pas mal de gens qui peuvent pas encore se payer, comme tu dis, un coaching personnalisé parce qu'ils sont pas à 10K, à 15K. Donc, je pense que tu peux mettre le pied à l'étrier à pas mal de monde. Et après, s'ils se bougent, ils peuvent aller se faire coacher en one-to-one. Et puis, du coup, je vois vraiment l'écosystème avec toi, du coup, pour les boîtes de cette taille-là. Après, il y a Massy, plus structuration. Ouais, bah, c'est ça. Et c'est vraiment cool de Bah, vous c'est avoir ce eu tous qu'on est les en deux. train de voir avec Massy, tu vois. Là, on commence à s'envoyer des boîtes par-ci par-là. Je pense qu'on va faire un truc concret, genre on va signer un truc tous les deux. On se l'est dit. C'est juste qu'on le fait pas parce qu'on se fait confiance. Mais là, je pense qu'on va faire un truc concret. Et puis après, bah, du coup, on fera un peu de com ensemble. Enfin, il y a un truc sympa à faire. Il y a un truc sympa à faire, ouais. Et vous n'oublierez pas de rappeler aux boîtes de bien se structurer parce qu'à la fin, l'objectif c'est cash out, qu'elles viennent nous Voilà. voir. Et donc, on l'envoie Là, chez toi. ouais, et du coup, tu peux monter les prix parce qu'à la fin, elles vous prend un gros chèque. Donc, Bah, c'est ça, tu vois, et ça peut être intéressant de faire un truc comme ça, ou en tout cas, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, tu vois, toujours avoir des contacts à proposer selon les solutions. Tu vois, moi, aujourd'hui, c'est vrai que quand une boîte, alors ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive, hein, ça m'est arrivé dans ma vie, une agence qui me dit, putain, j'aimerais bien revendre, bah, ok. Tu vois, ma réponse, c'est ok, mais j'ai pas de, tu vois, j'aime bien pouvoir aider, donc là, c'est cool qu'on se soit rencontrés, parce que, bah, du coup, ok, bah, tu sais quoi, va parler à Théo, c'est peut-être il aura des informations intéressantes à te donner, quoi. ouais. Et puis, comme je disais, moi, c'est pareil, la plupart des boîtes, aujourd'hui, ils ont vraiment besoin de se faire coacher. Donc, toi, tu es là, Massy est là. Merci pour les infos aujourd'hui. C'était encore une masterclass et puis c'est cool, on a pu en apprendre plus pour toi. Tu dis que tu as beaucoup parlé sur les réseaux. Je suis pas très TikTok, donc je l'ai appris. Tout ça, c'était nouveau pour moi aujourd'hui, donc Ouais. hyper intéressant. Merci Clément. C'était une super. Ouais, bah merci à toi, c'était très cool et puis avec plaisir pour une autre discussion, peu importe le format, moi avec grand plaisir, c'était hyper À intéressant. Bordeaux, et oublie pas à Bordeaux, je sais. Bah ouais, viens nous voir sous la pluie là. Et puis Viens ta nous voir sous la rencontre, pluie. écris, je t'enverrai le contact, écris à Gérald Fort, toi qui est, je pense que tu vas adorer ce qu'il fait. Il est aussi à OK. Bordeaux, c'est un bon viand, c'est un copain, il était dans le podcast, et pas mal de synergie à mon avis. Donc, OK, bah écoute, je note. allez, je Je te lui souhaite dirai, une je lui bonne journée. Aujourd'hui, on est mardi, donc c'est aujourd'hui que tu vas coacher. Ouais, bah là j'ai une agence, c'est pour ça que je te dis, j'ai une agence en coaching juste là, juste Allez, après là. go. Ben, c'est parti, j'enchaîne moi aussi. Clément, merci, c'était super. Ouais, bah bon courage. Merci en tout cas, c'était cool. Bonne journée.